Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Hey! Bonsoir tout le monde, comment ça va? Mon Dieu, ça paraît un peu brusque comme intro, mais j'ai dit à Chuck qui est à côté de moi, fais-moi signe quand ça commence. Si j'ai une crise de gros doigts d'en face. Je me sentais quasiment comme interrogé dans le temps que je fumais des battes dans les ruelles quand j'étais début vingtaine. Mais tu pars avec des joints de houmous pour la jeune génération qui sont devant moi, c'était très santé. Tu pars avec un ça a été ton premier mot, ça a été ça. Je suis rendu à 50 ans, tout commence par un bruit. C'est vraiment... Hey, merci, bienvenue à notre podcast Deal avec. Oui, merci infiniment. Et en plus, je vous annonce que vous êtes le premier podcast qu'on fait live devant le public, chose qu'on va commencer plus régulièrement cet automne. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté Deal avec. Bon, ben, Wow! OK, fait que franchement, les gens ici sont pas venus pour écouter le podcast. Exact. Attaque! Attaque, Oran! Voyons, c'est qui ce style de monde-là, tabarnak? Mais c'est un podcast, évidemment, que j'ai commencé cet automne. Chuck est arrivé pas longtemps après à la co-animation. Oui, exactement, la réalisation co-animation. Exactement. Mon âme sœur est celui qui me pade le cul, comme on peut dire. Et on est bien fiers de ce qu'on fait. Allez regarder ça, évidemment, sur la chaîne YouTube de Maxime Martin. Dit-il comme si c'était une troisième personne. Oui, exactement. Là, en fait, c'est ça. Là, on a pas, les prochains nouveaux épisodes vont sortir cet été. Oui, en fait, cet été, à l'automne. Oui. Mais on a quand même des épisodes assez épiques. On pense tout à Benoît Gagnon, à Guy Jodoin. Allez faire un tour. Puis, veux-tu révéler le premier épisode qui va sortir cet automne? Patrick Sénécal. Pat Sénécal qu'on reçoit. Fait que, exact. c'est pas rien. On est bien content de le recevoir. Et l'épisode qui a fait le plus jaser, c'est Christian Page, dont je peux pas encore jaser. Le monde dit, il te remet à ta place. Mais il va y avoir un round 2. Oui. Surtout avec les Templiers, mais bon. Et Pascal Cameron, qui est aussi... Pascal Cameron, à cause de mes croyances, un peu de l'au-delà. Puis tout ça, mais Pascal, il est mort en dedans. Non. J'étais d'accord avec lui. Il est mort en dedans, man. J'ai vu l'autre fois, man, on a rendu fin juillet, il est pâle comme un Britannique qui fait de la fièvre. Donc, j'aimerais ça aussi dire que pour ceux qui écoutent le podcast en vidéo, devant nous, évidemment, avant qu'on commence, je disais ça, il y a des jeunes qui pensent que ils savent pas que c'est le podcast de Maxime Martin, mais ils font « Hey, c'est le père d'Olivia ». On dit ça en joke, mais exactement, c'est ma triste réalité maintenant, où je suis devenu vraiment plus soft que je pensais. Et que maintenant, je suis comme un jeu Parker Brothers de 9 à 99 ans. Ben, tu vas faire partie de Barbie 2, ça on le sait, là, ça va être sûr. Ah ouais? Ouais, tu vas être ça, je l'apprends? Le nouveau Ken. Tu vas être le nouveau Ken. Tu vas remplacer Ryan Gosling, c'est ça qui va se passer. Exactement. Et comment se passe ton été? Ça se passe très très bien. Moi, justement, je fais la réalisation des podcasts ici depuis le début du festival. Ça se passe super bien. Sinon, il y a eu d'autres festivals. Continue à travailler, moi. J'ai pas eu de temps. T'es pâle, il y a juste moi qui est bronzé. Mais, ça, je suis un petit peu pâle, fait que c'est ça. Mais moi, je suis en train de vivre un cauchemar. Les gens ici qui me connaissent savent à quel point je bouge. Puis je me suis tapé vraiment un printemps. J'allais faire un demi-Ironman. Tu fais ça, toi. Tu cours. Je le dis, Chris, OK. Tabarouette, je savais pas. J'allais faire du vélo en Utah. Mais là, j'ai vraiment un printemps. J'allais faire un marathon en Écosse. Puis... Et là, j'ai une fasciite plantaire. Quoi? Qui ont déjà eu ça? Oui, exact. Fasciite plantaire. Exact. Et là, de un, c'est le nom le plus fucking dégueulasse ever. Parce qu'on dirait fasciite plantaire, on dirait une fucking verrue de ma face. Il y a le mot fâche. On dirait fascite plantaire. J'ai l'impression que j'ai une réplique dans ma face sur une verrue en dessous de mon pied qui me fucking nargue, que ça fait mal comme ça, pas de bon sens. Vous êtes d'accord, madame? Là, j'ai plein de. Là, on a essayé plein de traitements et là, je suis rendu au stade de. Je recommence à zéro, puis je vous donne. Voici vraiment. Je niaise pas. Il y a une réhabilitation où ce que tu recommences. Aujourd'hui, mon entraînement, c'était de courir 3 fois 1 minute. OK. Avec 1 minute de marche entre les deux. Okay. J'ai officiellement 95 ans. Oui, t'es rendu vieux, là, avec je cette réapprends à marcher. Mais ça va revenir tranquillement, là. Ouais, mais mon été, point de vue course, c'est terminé. Fait que, ben non, ouais. j'ai décidé que j'allais juste m'engraisser puis chialer. Je fais déjà la deuxième partie très bien. Mais je pensais que si tu te serais entraîné autrement, t'aurais fait d'autres choses que juste vélo, comme courir. Je nage puis je fais du vélo, mais je fais du Orange Theory. J'aime bien, c'est vraiment plus axé sur monsieur qui shake la tête, mais d'accord avec moi. C'est quoi ça, du Orange Theory? C'est vraiment, c'est comme des intervalles, c'est un mélange de CrossFit puis d'entraînement cardio, mais moins violent que le CrossFit, fait beaucoup moins de blessures. OK. Mais c'est vraiment un mélange où tu vas faire du cardio, tu vas faire des circuits avec des poids légers, mais à répétition jusqu'à temps que tu t'épuises, puis c'est vraiment génial pour ça. C'est le fun? Ouais, c'est le fun? OK, ouais, vous aimez ça? C'est surtout hyper efficace. Ouais, OK. C'est du ça de même. Parce que là, cette année, on a travaillé sur ta tête. Saison 2 de Deal avec, on travaille sur
ton corps. Sur quoi? Hein? Exact. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, tout de suite, avant que... Non, mais j'ai hâte de présenter notre premier invité, puis merci au festival, parce qu'on a quand même 1 heure de podcast. Écoute, moi, quand je cherchais un invité, je parlais avec Junior Girardeau, qui est un peu derrière le projet, qui avait déjà été derrière le projet de podcast de Max et Livia, qui d'ailleurs va peut-être faire un retour bientôt. En tout cas, pas l'émission, mais le podcast. On s'en parle. Oh. Mais il m'a parlé de quelqu'un qui est en train de vivre exactement la même chose que moi. Moi, pour ceux qui me suivent, c'est là que vous faites semblant d'écouter le podcast, mais... Merci de vous abonner. Non, mais l'année de 53 ans, moi, c'est une année où j'ai décidé de sauter dans le vide, d'improviser un peu ma vie, de laisser la vie me parler sur c'est quoi les prochaines étapes. J'ai pas de plan de carrière fixe, à part le podcast que j'adore. Je retourne en Europe, je joue en anglais, je pars en voyage et tout ça. Et on a à côté de nous quelqu'un qui vit la même chose, puis j'avais hâte d'y en parler, puis je veux savoir comment il vit ça. Je vous présente tout de suite notre cher ami Wari Nishen. Bonjour à tous. Merci. C'est que là, Wari. Merci beaucoup, merci. Ouais, qu'on surnomme le nomade africain, parce que déjà à la base, moi, j'ai même pas de surnom cool de même. On peut t'en trouver un. Non, on vient de se rencontrer, mais je suis pas mal sûr que déjà, j'ai eu le témoin de quelqu'un qui peut être très vitement sarcastique en arrière, fait que ça devrait être... Mais ça vient, évidemment, ça dit un peu ce que ça dit, nomade africain, mais c'est auto-imposé ou c'est vraiment les gens qui se sont dit, tu sais, justement un peu comme avec grande curiosité, où c'est que tu t'envoies la prochaine fois? Tu comprends? S'il y a toujours ce côté-là de... En fait, il y avait vraiment ça, ouais. C'était vraiment les gens qui me demandaient toujours... déjà, la première question, quand on me dit « tu viens d'où ?» Et honnêtement, c'est une question très compliquée pour moi parce que j'ai vraiment bougé beaucoup. Et parfois, quand tu bouges et tu restes dans un endroit, t'appartiens à cet endroit aussi. Et quand on te dit « tu viens d'où ?» il dit « ça dépend. En fait, tu parles de quoi? Tu parles de... Où t'habites où ?» Parce que je bouge beaucoup. Et nomade, c'était le seul, on va dire, mot qui me définissait vraiment... parce que je bougeais tout le temps et que je me sentais un peu chez moi, un peu partout. Et l'homme a toujours été nomade, c'est juste qu'on a à cause du travail ou de la famille. On est rendu du bétail dans des pâturages. Nous allons ça de même, je suis vraiment désolé. C'est une intervention que je vous fais. Mais il y a quelque chose... En fait, moi, j'ai réalisé justement à travers les voyages que j'ai faits dans les derniers temps, que ce côté-là, je pense qu'à chaque endroit, je dis, mon Dieu, j'habiterais ici. Ouais. Mon Dieu. Et je me suis dit, c'est-tu une façon de dire que quand t'es bien partout, t'es bien avec toi-même? Exactement. Honnêtement, c'est aussi de se dire, de se contenter de ce qu'on a. Par exemple, quand on est dans un endroit, on va dire, par exemple, ici, il fait froid ou il fait chaud. Mais au lieu de juste de se lier à ça, de la température ou peut-être les mauvais côtés ou les choses qui dérangent, de dire non, moi je vois tous les côtés positifs et du coup je me sens bien ici parce que je vois ces côtés positifs là. Et quand je vais dans un autre pays, je vais pareil regarder les côtés positifs et du coup tu as totalement raison, c'est quand tu te sens bien avec toi-même, tu es bien un peu partout. Et quand tu es mal avec toi-même, tu es mal partout, peu importe l'endroit. Et là, présentement, t'es bien ou t'es mal partout où en ce moment? T'habites où là en ce moment? Là, la dernière résidence, c'était en Suisse. En Suisse, OK. Et après ce festival, je rentre en France. Parfait. Parce que, pour l'humour, en France, ça reste quand même l'endroit où il y a le plus d'opportunités. Puis, pour les gens en fait qui te connaissent pas, en fait, tu fais de l'humour depuis combien de temps au total? Là, en fait, j'ai commencé ici à Montréal. OK, pour rire, OK. Juste pour rire ou dans un autre contexte? À Montréal, en fait, je suis venu à Montréal pour faire une école de cinéma. OK. Et à côté, je commençais à faire de l'humour. Et ma première scène, c'était à Montréal. C'était où? T'en souviens? On parle de combien de temps à peu près? Je vais peut-être t'aider. C'était il y a exactement 11 ans. Saint-Cyboire? Saint-Cyboire, c'était une des premières. Saint-Cyboire, OK, ouais. Mais j'en ai fait une... alors, c'était un... il y avait son maçon, il y avait En fait, il y avait un humoriste qui avait une soirée. Ouais. Et où il te demandait d'acheter des billets pour... ben oui, c'est ça, son maçon, Martin Turgeon. Exactement. On le salue. Ah ouais, on le salue, exactement. Mais ça, c'est un principe qui existe encore à bien des endroits. Oui, ça existe en encore. En France, quelques endroits comme ça. J'étais où, moi, récemment, qui disait la soirée va être tranquille parce que les humoristes ont oublié d'amener du monde. Oui. Mais aux États-unis, à New York, à Los Angeles, on voit beaucoup ça. Que si tu veux, Ringer, exactement. Donc, ça, c'était ma première scène. Ouais. C'est une culture qui existe plus tant, en passant. Là, ici, au Québec, ça existe plus tant d'imposer du monde. Mais l'élément déclencheur de tout ça, l'élément où est-ce qu'on dit qu'on a envie de faire ses valises, moi, c'est ce que je pense que ma plus grande récompense de ce métier-là, c'est justement tous les endroits où ça m'a amené. Les gens que j'ai rencontrés, les aventures que j'ai eues, mais ça m'a fait baisser les frontières. L'humour est l'ultime passeport. Et autant dans les petits bleds
J'ai dit petit bled, je m'adapte. J'ai pas dit petit village. Fait que baissez vos pancartes de bled. manifestation. Non, c'est bon. Écoute, Ça belle passe-tu, traduction. petit Bravo. bled? Oui, c'est bon, Max. Hey, je suis fucking international, Tu deal avec. l'es. C'est le Effectivement. nom du podcast, deal avec. Mais que, tu sais, que dans les grandes capitales, dans les grandes villes, Ouais. et c'est ce que j'ai toujours aimé, tu sais, et la seconde que j'ai réalisé ça, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rester ici toute ma vie. Faut que j'aille explorer ce qui se passe ailleurs. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à travers l'humour, c'est de l'observation quotidienne. Tu apprends vraiment à découvrir un endroit plus rapidement que le touriste classique. Ouais. Et surtout, tu arrives à. Je sais pas si tu fais ça aussi quand tu arrives dans un endroit. Moi, je veux jouer dans cet endroit-là, même quand je suis en vacances, même quand je suis vraiment pas pour un festival. Et quand tu rencontres un humoriste d'un autre pays, même si tu parles pas sa langue, même si tu connais pas son histoire, il y a un truc qui vous relie tout de suite. C'est le métier d'humoriste. Ouais. Et du coup, ça, c'est une vraie connexion. Et tout de suite, tu as quelqu'un avec qui tu te sens une vraie relation. Et ça, j'aime beaucoup le faire quand j'arrive dans un endroit, de chercher les humoristes et dire au moins, je sais qu'il y aura des gens qui me comprennent, même si on parle pas la même langue. Mais c'est parce que souvent, ça te donne aussi un aperçu rapide du climat politique, Exactement. social, Ouais. tu sais, les gens en général, des coutumes et tout. Et dans un résumé très rapide. T'sais, en fait, juste de passer une soirée à écouter les humoristes qui passent avant toi, Ouais. j'ai compris où est-ce que je suis. C'est ça. Ah, vous avez les mêmes problèmes. Ah, ça, on l'a pas. Ah, mais c'est exactement ça. C'est une synthèse. Mais toi, ça s'est passé. La première journée où ce que tu t'es dit, comme j'ai dit un peu tantôt, OK, j'ai fait le tour de mon coin. Ouais. La valise se fait. Et quelle destination qu'on choisit? Bon, on parlait de la France tout à l'heure, mais je veux dire, le cheminement de tout ça, il y a toujours un élément déclencheur qui fait Moi, que, ça s'est OK, c'est fait, aujourd'hui que ça se passe. Moi, ça s'est fait un peu graduellement. C'est-à-dire qu'avant, j'ai beaucoup bougé dans le pays où je suis né, donc en Algérie. J'ai beaucoup bougé, j'ai changé de ville. Et après, avec les études, j'ai commencé à changer de pays. Je suis allé en France, je suis venu au Canada faire des études. Je suis allé en Angleterre. Et en fait, déjà là, ça commençait à nourrir un peu ma curiosité pour le voyage, pour découvrir des cultures. Et après, le travail aussi. Mon premier travail, je travaillais dans les télécoms. J'étais vraiment dans un travail de 8 à 9, enfin 8 à 5 ici. Ouais, 8 à 9, on appelle ça de À l'esclavage. Paris, ouais, à Paris, c'est normal. Ah, c'est la période où tu étais en Corée du Nord, j'imagine. Parce qu'en France, si tu pars à 5, ils vont te juger. Donc tu restes à 9, même si tu fais rien, Ah ouais. et tu pars à 9. Oh my God. Donc du coup, donc là aussi, je bougeais beaucoup. Je suis allé au Mexique, en Allemagne. Et après, quand j'ai switché à l'humour, c'était naturel de bouger tout le temps. En fait, j'avais des connexions un peu partout. Et je me disais, tiens, je vais revenir dans ce pays-là. Et je sais que je connais des gens. Je peux jouer déjà à cet endroit. Et donc ça s'est fait un peu graduellement. Et le switch vers l'humour, ça s'est fait. Enfin, ça a toujours été là. L'envie a On le toujours sait été là. très jeune que c'est Voilà. ce qu'on veut faire. Mais c'est toujours compliqué, c'est pas un travail sérieux, c'est pas un travail. Enfin, c'est ce que te disent les parents, c'est pas un travail sérieux, c'est pas un travail qui rapporte de l'argent, surtout au début. Donc c'est une décision un peu importante. Et du coup, moi, c'était un jour où je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc j'ai décidé, j'étais au Mexique dans une mission, j'ai terminé la mission, je suis parti à Montréal, je dis je reviens à Montréal, je connais Montréal, je sais qu'il y a une école de cinéma, on va faire un... J'ai toujours pas osé faire humour. Tu sais, il y avait l'école nationale de l'humour, j'aurais pu faire ça, mais je sais pas pourquoi, il y avait comme cinéma, c'est peut-être un peu plus important, donc en plus... Pas moi, au Québec. Pas au Québec. Non, mais c'est pas ça méchamment, mais je veux dire, parce que tu sais, au Ben, Québec, l'humour prend énormément de place. Oui, non, Il exactement. y a des films très drôles. tu sais, oui, des il y en comédies, a. mais- C'est deux industries différentes, puis ouais, effectivement. Je pense que. Exact. Ben, En fait, moi, c'est bien. plus vraiment par rapport à. Moi, je viens d'une culture aussi où, tu sais, on veut toujours que tu sois genre ingénieur, médecin. Et du coup, dire que je vais faire de l'humour, c'est pas tout de suite accepté. Mais si tu dis, je vais faire une école de cinéma, ça peut être. Déjà, c'est beaucoup plus. On va dire acceptable. Ok. Du coup, je pense que Est-ce c'était que- ça l'idée derrière ma tête. Et j'aime beaucoup le cinéma aussi, mais c'était un Ouais. moyen de rassurer aussi Ta famille? la famille, moi-même aussi, hein, de dire j'ai un métier plus ou moins où il y a plus de débouchés que. C'est Ah, plus, j'adore ça, euh, c'est vraiment, tu sais, il a fallu que tu t'en convainques toi aussi. Ah On est ouais, souvent de C'est même. plus honorable d'être Denis Villeneuve que d'être Maxime Martin. C'est ça qu'il était en train de te dire. C'est ça. J'ai plus de fun. mais non, mais sérieusement, c'est drôle, non, mais je t'écoute parler, puis c'est vrai que on a dans nos vies, puis je pense que les gens qui sont devant nous, puis ceux qui nous écoutent, Chris, c'est fou comment tu as besoin de t'imposer tes propres bouées de sauvetage comme point de repère Ouais. quand tu as l'impression que ça brasse, quand tu as l'impression que, tu sais, honnêtement, tu reçois des vagues en pleine face parce que ça se passe pas toujours exactement comme tu le planifies, puis c'est la beauté de la vie aussi Ouais, en ouais. même temps.
D'avoir, ah, OK. Donc, je trouve ça fascinant. Et de se dire aussi qu'on a étudié un peu le projet, que c'est pas juste allez, je vais faire de l'humour comme ça. Moi, c'était vraiment pendant des années, je voulais le faire, je l'ai pas fait, j'attendais. Et aussi, j'avais l'autre élément un peu compliqué, c'est que j'avais un travail qui était stable. Et en fait, de quitter un travail stable et se lancer dans l'inconnu, c'est pas. En fait, il n'y a pas d'explication logique de dire ah c'est bon là, je vais quitter ça et je vais juste m'aventurer dans un truc où je peux pas savoir ce que je vais avoir demain. Ça a-tu pris beaucoup de temps avant que tu puisses vivre en fait de l'humour? Oui, clairement. Oui? Ouais, clairement. Mais en fait, j'avais Qu'est-ce que tu faisais en attendant? Mais comme j'avais encore des liens avec mon ancien métier, en fait ça c'était un avantage je trouve parce que j'étais pas dépendant des gigs de dire je vais faire une gig même si je l'aime pas. Parce qu'il faut le faire pour vivre. Ouais. J'avais mon ancien métier et j'ai réduit le temps de travail petit à petit jusqu'au jour où je ne pouvais pas faire les deux. Mais ça, je trouvais, parce que je détestais pas mon travail en fait, c'est juste que j'aimais plus l'humour. Si ça fait un peu de sens. Non, mais c'est énormément de chance parce que moi, tu sais, souvent, je pense que je connais bien du monde qui inconsciemment se sont servis de leur situation de dire est-ce que j'haïssais ma job, quel travail de merde. On dirait que des fois, tu te mets dans des situations pour t'écœurer toi-même, pour te pousser à aller au bout de tes rêves. Ouais, il faut que tu pousses pour aller dans le fond du baril avant de pouvoir ressortir de là. Ben, l'être humain est fait de même, tu sais. Ouais. Ben moi, non, moi, vraiment, j'aimais beaucoup mon travail, mais c'est juste que je voulais pas rester sur une frustration et arriver un jour et dire ah, j'aurais dû tester, j'aurais dû voir ce que ça allait donner, parce que je savais que ça allait rester là, l'envie de vouloir jouer. Et c'est juste, je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai comme ressources financières par le travail et je vais avancer un peu petit à petit dans l'humour jusqu'au jour où je pouvais plus faire les deux. Et la journée où ce que tu dis, OK, ça se termine, c'est fini, ça veut dire que ça va bien, mais l'insécurité reste là. Tu te rends compte de cette journée-là où ce que tu as dit, OK, à tes patrons, voici ma démission. Ciao. Ouais, j'ai vraiment. En fait, au début, c'était un peu intéressant parce qu'en général, on cherche toujours un CDI dans les métiers ordinaires, les métiers réguliers, on cherche un CDI. Et moi, il voulait à un certain moment m'embaucher en CDI. Moi, j'étais non, je préfère un temps partiel, je préfère CDD parce que j'avais toujours en tête. CDI, CDD, c'est quoi la différence entre les deux? CDI, c'est genre poste permanent. OK. Et CDD, c'est. Tout est un acronyme en France, c'est je me fou, rends hein? compte. On comprend jamais rien. On parle de toutes les lettres, les abréviations. C'est juste ça, les jobs. C'est contrat à courte durée et contrat à durée indéterminée. D'accord. CDI, OK. Et du coup, c'est juste pour dire qu'en gros, je cherchais pas un travail stable et ça perturbait les employeurs parce qu'ils disaient mais tout le monde veut un travail stable, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, moi, je pensais à l'humour, mais le jour où j'ai arrêté, ouais, c'était bizarre parce que t'as plus de salaire qui tombe, t'as toujours les mêmes charges, le même train de vie, mais voilà, parfois ça marche, parfois. Tu sais, je viens de le vivre récemment aussi, puis ça me fait rire parce que tout le monde te dit la même chose, puis c'est le fun, puis merci à l'amour que tu reçois souvent de ton entourage, parce que tu as besoin d'entendre ces paroles-là, même si, tu sais, puis des fois, il faut qu'ils te disent 10 fois, mais des meilleures périodes de vie sont les périodes où tu t'es mis en danger. Tu sais, ces périodes-là sont insécurisantes, ils font peur, mais sont tout le temps des tremplins. Puis je sais que ça va faire très biscuit chinois ce que je veux dire, mais pour avoir pris... Non, mais sérieusement, pour avoir pris, tu sais, avoir un sens de l'aventure profond, c'est... À chaque fois que j'ai atteint mes buts, il y avait une satisfaction, mais ce qui me faisait sourire, c'est le parcours pour y arriver. Ouais. Et surtout, moi, par exemple, j'en ai fait un sketch parce que c'était vraiment une situation assez absurde ou parce que j'étais pas intéressé par le travail, de me lancer dans ce travail-là, on va dire. Je refusais des offres vraiment très intéressantes. C'est-à-dire que, et pour ne pas dire non tout de suite, je demandais des gros salaires pour dire c'est eux qui ont refusé. Mais parfois, ils acceptaient. Merde! Et je disais, du coup, je rajoutais des conditions, et à la fin, je disais non, je peux pas. Et c'était incroyable parce que j'avais vraiment un gros salaire stable pour aller jouer dans un open mic devant 7 personnes. Mais la satisfaction, comme tu dis, de dire c'est ça que je veux faire et derrière j'aimerais avancer plus, c'est je sais pas, certaines personnes ne le comprennent pas. Mais je te comprends entièrement parce que moi, ça a été un élément déclencheur. J'étais hyper heureux dans ce que je faisais. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de défi. Et je me souviens d'avoir commencé à faire des shows en anglais dans des petits restaurants. Dans l'ouest de la ville où pas tout le monde, en fait, très peu de monde me connaissait. Et de faire rire des gens. J'avais l'impression de reconnecter avec mes débuts. C'est sûr que présentement, je suis en crise à cinquantaine, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais sérieusement, il y avait cet appel-là. Et je le sais que, peu importe l'argent que tu gagnais, c'est cette personne-là que tu réussis à vivre. Le sentiment était imbattable. Ouais. C'est de se dire... Moi, par exemple, je me rappelle très bien des premiers $20 que j'ai eu en tant que gig en anglais.
Et enfin, pour moi, c'est plus que un salaire d'un an dans un autre. Parce qu'en fait, ça coche plusieurs cas. C'est que j'ai été considéré comme un humoriste anglophone et j'étais payé. Donc peu importe la somme, en fait, c'est juste le cheminement et dire c'était très difficile d'arriver à ce stade-là. On considère. Et justement, ça reste des petits. Et ça reste dans ta tête. C'était mes premiers $20. Ah non, je te comprends. Quand j'ai commencé à vivre du podcasting, je veux dire, j'ai pris une photo de mon premier chèque. Voilà. Je capotais. J'étais comme, mon Dieu, Ça se C'est ce qui concrétise. alimente Fais le feu. confiance. Tu sais, c'est dans le feu que tu veux créer de ta propre vie, c'est une bûche que tu mets dedans. Ouais. Tu sais. Ouais, Mon Dieu, ouais, tout à fait. tabarnak, je suis tombé profond aujourd'hui. Prenez-vous des notes quand je parle de même, là, parce que c'est pas juste un podcast, c'est une conférence aussi en même temps. J'aimerais que ça soit clair et Les TEDx. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant. L'humour vous sauve du trouble de temps en temps. Ça vous permet de sortir de certaines situations, des fois épineuses un peu. Puis moi, je veux savoir, y a-t-il des situations épineuses où est-ce que l'humour a sauvé la situation? Dans ton cas, je sais pas, peut-être que c'était dans un pays que tu n'avais jamais fait de spectacle auparavant. Puis bon, ben voilà, tu as réussi à sauver la donne, je sais pas, dans une situation... Ouais, mais c'était pas dans un spectacle, mais c'était plus dans une. Enfin, quand tu fais de l'humour, chaque situation devient un potentiel sketch. Et du coup, tu t'approches la chose différemment. C'est que bizarrement, même si c'est plus ou moins grave, tu as un élément de dire ok, je vais essayer de dédramatiser, peut-être ça va donner un truc pour plus tard. Et par exemple, une fois j'étais au Mexique et j'étais coincé dans une situation où on a essayé de m'arnaquer dans un accident inventé où tout le monde voulait me prendre de l'argent. Ok. Et j'étais très relax parce que moi je pensais vraiment à m'amuser dans cette situation. Alors qu'il y avait vraiment la police qui arrivait, il y avait. OK, c'est vraiment une pièce de théâtre Ah ouais, d'arnaque, là. Tout exactement. le monde était dans le coup, là. Tout le monde était dans le coup, l'assureur était dans le coup. Puis tu stressais pas là, autour de ça. En fait, c'est pas que je stressais pas, c'est qu'il y avait des coups de stress parce que t'es pas dans ton pays. Mais non, c'est ça ça. peut partir de. Tu sais, la police, ils peuvent t'accuser de certaines choses graves, donc je sais pas où ça peut aller. Mais en fait, j'avais aussi cette insouciance de. Je vais essayer d'en tirer des blagues ou faire des blagues avec eux. OK. Et du coup, ils ont vu que j'étais vraiment pas stressé. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, ils me disaient, viens, Presque déçu. c'est Ouais. ça. Il me dit ouais, tu dois payer une amende. Je dis ouais, je veux bien payer l'amende, mais donnez-moi un PV et je vais payer l'amende. Il me dit ouais, mais si on te fait un PV, ça va être compliqué, il faut aller au commissariat, ça va prendre du temps. Je fais ouais, j'ai jamais visité le commissariat, je suis touriste, je visite le commissariat. Et en fait, j'étais vraiment dans ce délire-là. J'adore. Et finalement, à la fin, ils n'ont pas pu faire leur arnaque parce que j'étais trop dans le. Voilà, Tu jouais trop la game. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme quand on reçoit des messages Messenger de robots, puis on décide Exactement. de dire oui, oui, bien sûr, je vais te sortir mon numéro de carte de crédit, puis Ah tu mais décides moi, de ça, d'embarquer c'est la conversation. vraiment, j'adore ce genre de C'est message. génial, ces gens-là. Moi, le mec, il me dit, ouais, je suis coincé, j'ai besoin d'argent. Ouais. Une fois, il m'a dit, ouais, j'ai besoin d'argent, et enfin, j'ai gagné, donne-moi ton RIB. Et je lui dis, tu sais ce qu'on va faire? Parce que moi, je peux être un malhonnête. Moi, je vais t'envoyer maintenant 5 000 €. Donc, donne-moi toi ton RIB, je t'envoie 5 000, comme ça, tu me crois. Et après, comme ça, tu pourras me donner l'argent. Oui. Et donc, au lieu que lui. Est-ce que ça a déjà marché? Bah, en fait, après, il a arrêté. Parce que. Ouais, ils arrêtent tout le temps, c'est Non, ça. juste une fois, d'arrêter. Si ils le se rendent propre compte. gars, il tombe dans sa propre arnaque. Fuck, qu'est-ce que comment j'ai pas vu ça venir? C'est la même affaire que j'essaie de faire. Ah! Là, présentement, t'es capable de faire évidemment ton choix en anglais, en français, en arabe et tout. Ouais. Je veux dire. Le côté, tu as commencé au Québec. Après ça, on parle encore une fois de refaire ses valises puis d'avoir un élément déclencheur, de dire hey, j'essaye ça en anglais. C'était quoi aussi cet élément-là de qu'est-ce qui a fait que OK, go, c'est le temps de bouger? Moi, en anglais, au début, c'était vraiment parce que je cherchais à jouer et j'avais pas beaucoup de temps de jeu en français. Donc, je me suis dit, je suis à Montréal, il y a une scène anglophone, je vais la tester. Donc, c'était Le Comedy vraiment- Nest, t'es allé au Comedy Nest? Je suis allé, Là-dessus. c'était Paul H, je sais pas si tu vois qui c'est. Il avait un open mic, c'était chaque semaine. Il y avait des mini concours. Et en gros, tu pouvais t'inscrire et en fait, Tu tu te rappelles-tu jouais. de la salle? C'est le frère de Sugar Sammy. Ah non, oui! non, Non, c'est pas Sam? C'est C'est pas Paul Sam, H, c'est il pas Sam. s'appelle Paul H, c'est un humoriste Paul- anglophone. OK. Et il avait un bar vers Guy Concordia, c'était un vrai petit bar. Le Comedy Works? Non, Non, c'est au sud. puis de- c'est pas Yokox non plus, En là. fait, c'était pas un club officiel, c'est vraiment. Ah, OK, un c'est bar, une soirée improvisée dans ouais, un c'est bar. ça, c'est OK, un- je comprends. Ouais. Et après ça, donc ça m'a donné un peu plus de temps de jeu sur scène. Et le départ en fait de Montréal, c'était vraiment. C'est l'histoire que je disais, au travail, où je me disais, voilà, je vais demander beaucoup de salaire, beaucoup machin. Et à un moment donné, ils m'ont demandé ils m'ont tout donné. Et je me suis dit, tiens, je vais tester peut-être l'Angleterre, jouer en anglais là-bas. Et donc j'ai accepté ce poste-là. Donc je suis revenu au travail pour jouer en Angleterre.
Oh, man. C'était un peu le cheminement pour repartir du Québec. Non, mais c'est le fun de pouvoir combiner les deux, puis tu sais, d'avoir... tu sais, parce que maintenant, il faut que tu sautes dans le vide et tu sautes dans le vide. Mais en même temps, on l'a dit tantôt, tu sais, puis je trouve qu'il y a une belle histoire dans le fait que, tu sais, de retourner travailler, a juste construit un pont vers un autre pays, tu sais. C'est ça, c'est Parce ça. que moi, l'Angleterre, c'est mon rêve. Juste, même un soir dans un petit bar merdique. Ouais, Ouais, Ah, c'est comme. si, Tu, je veux. tu l'as fait d'Angleterre. ouais. Mais c'est T'as- très, très, très compliqué. En Pourquoi? fait, parce que leurs open mic, c'est pas comme en France ou au Québec. C'est vraiment, t'arrives, il y a 30 humoristes. Et par exemple, si tu travailles ou tu arrives en retard, bah, tu t'es enregistré parmi les derniers et ceux qui jouent, ils partent. Donc si tu joues en dernier, tu joues devant vraiment les 3 dernières personnes qui restent dans la salle. Ah, ouais, ok. Donc c'est vraiment très... Meilleure très- école au monde aussi, Ah. encore une fois. Oui, mais au bout d'un moment, tu as besoin aussi de vraies scènes de temps en temps, au Ouais, moins ouais, ouais. pour dire, ah, c'est comme ça aussi l'humour. C'est pas juste 3 humoristes qui s'intéressent pas à toi, qui regardent leur téléphone. Donc ça, c'était très compliqué. À moins que tu viennes avec une connexion, là c'est différent. Quand tu viens avec une connexion, un humoriste que tu connais, là tu shortcut tout ça et tu vas direct dans des comedy clubs. Ça c'est cool. Y a-tu des comedy clubs où est-ce que ça a été, excuse-moi, là, que c'était plus challengeant en fait, que tu te rappelles que ça a été, bon, conditions horribles, public pas présent. Il y en avait une où c'était un peu difficile, mais je pense que l'accent aussi a aidé, parce que quand on a un accent, quand on n'est pas du pays, les gens sont plus indulgents. Il y a le Gong Show, un peu comme ici, Ouais. mais là-bas Ouais. c'est dans une salle de 400 personnes, et en fait il y a vraiment un gong à côté de la scène, Ouais. Comme il y a, ici. il y a un Comme ici, animateur, ouais. et en Ouais, fait... tu l'as pas fait ici, hein? Ici, non, je l'ai pas fait. Tu devrais le faire. Ben ouais, je viens faire. Mais là-bas, t'arrives et en fait, le gars, il a le gong et tu joues et le public, ils ont 3 cartons rouges. C'est le public. Ils donnent 3 personnes, 3 cartons rouges. Et si les 3 cartons rouges sont levés, tu sors. C'est très foot. C'est très... Oui, hein? C'est vraiment, Ah ouais, non, c'est mais vraiment clairement. le soccer, Ah, exactement. clairement. Hein? Et le public, c'est pas des... parfois, ils jugent vraiment arbitrairement. C'est rien, un gars, il est rentré, il a fait hi, bang. Parce qu'ils ont pas aimé Wow. ça. Tu vois, il y avait une ambiance très très difficile pour quelqu'un qui commence parce que tu sais pas sur quoi il juge. Et parfois, par exemple, quelqu'un qui marchait pas bien, qui faisait pas rire, exprès il le laissait. Donc les 3 Ouais. juges, et t'as toute la crowd qui sont ouh, et t'as le mec qui doit jouer. Ouais. On t'aime tellement pas qu'on va te J'adore. laisser Et- souffrir. Exactement. J'aime ça. J'aime Mais beaucoup c'était ça. tellement. C'est quelqu'un qui a fait Ah! C'est tellement 2023 comme J'a- réaction. Ça, Ah, c'est ouais. vraiment. Faut que tout C'est- soit, faut que tout soit fait dans la ouate. Hein, faut pas que personne ait de bobo. Faut Ah, que tout le monde. Ah, mais Ce là-bas, petit ils côté s'en maso, foutaient. là. Ah, j'aime ça. Là-bas, J'aime ça. c'était. Et en plus, t'avais un gars qui était genre le MC, qui était derrière un boot, qui faisait des commentaires sur les passages des gens. Ben oui. Donc, quand il se faisait éjecter, il était là en train de te roaster sur place et les gens riaient de toi. Enfin, c'était C'est vraiment. sûr. horrible. Mais Mais ça devrait pas être facile non plus. C'est que, tu sais, C'est des ça. fois, j'ai l'impression que. Surtout quand je croise des niveaux. T'as-tu un truc, tu sais, je veux dire, écrit, puis. ouais. Écrit, puis n'avez pas peur de te péter à la gueule. Je me souviens, mais récemment, j'ai fait un show dans un open mic. C'était un nouveau numéro. Je l'ai fait à 2 endroits différents le même soir. Là, tu sais. Le premier, j'arrache tout. C'est Je suis le roi de l'humour, tassez-vous. Et le deuxième, public hyper difficile avec une femme qui prend tout ce que je raconte de façon très Premier personnelle, degré. même si je parle même pas de elle ou ni des femmes en général, je parle de moi. Fait que, et je me souviens, il y avait des jeunes humoristes qui me regardaient sans prétention, mais comme le vétéran qui débarquait. Et quand je suis. Ça, c'est un moment que j'adore, tu sais, de sortir de scène. Et tu sais, les autres se sentent mal pour toi, donc regardent à terre parce qu'ils savent pas regarder. Puis j'arrêtais devant chacun d'eux pour leur dire Hey, habitue-toi. Parce Ouais, que ouais. dans 20, 25, 30 ans, ça va encore t'arriver. Ouais. Il y a une constance dans ce métier-là. Mais c'est la beauté de ce métier. Mais oui. Honnêtement, c'est de se dire à chaque fois que tu montes sur scène, bah, tu sais pas ce que ça va donner. Il faut que tu te battes à chaque fois. Et ça peut très bien se passer. Et comme tu dis, le même set, tu le rejoues derrière. Bah, je sais pas, il y a une mauvaise ambiance dans la salle, bah, ça marche pas. Et, Mais ce que j'aime aussi, c'est avec ton parcours aussi, c'est d'amener tous ces points de vue-là différents sur scène aussi. Ça fait rafraîchissant aussi, mais en même temps, c'est drôle de voir les premières fois que tu constates que qu'est-ce qui marche à un tel endroit, c'est pas du tout ouais. de la même façon que les gens pensent quand tu arrives ailleurs. Là. Ah oui. Mais moi, je suis arrivé de Montréal, j'avais mon 10 minutes qui marchait super bien. J'arrive à Paris, bide monumental.
parce que en fait l'intro ne marchait pas, tout ne marchait pas. Et alors que les blagues étaient testées, validées. Mais c'est pareil, c'est le début, ils comprennent pas qui tu es. En France, il y a un vrai truc où ils veulent savoir tout de suite d'où tu viens, qui tu es, surtout quand tu as un petit accent, quand tu n'es pas étiqueté du pays. Et du coup, si tu pars tout de suite sur tes blagues, ils sont pas avec toi. Et moi, pas tellement différent. Si au Québec, je veux dire, il faut que tu les mettes, faut que tu mettes le public de ton bar, faut que le monde t'aime pour qu'après ça embarque. Ouais, mais ici au Québec, on veut le drôle. C'est ça. On va être rassuré que t'es drôle, qu'on va passer un bon moment. Ouais, au Québec, si tu arrives avec une punch au début et que ça fait rire, ils sont avec toi direct. Effectivement. Il n'y a pas de attends, mais il vient d'où? Moi, souvent, par exemple, quand je jouais en France, par exemple, je disais pas d'où je venais, je fais juste mon sketch. À chaque fois, systématiquement, à la sortie, tu viens d'où? Tu es de quel pays? Et je leur dis, mais ok, mais est-ce que c'est si important? Si je l'ai pas dit dans le sketch, c'est que c'était pas nécessaire. Mais en fait, parfois, c'est pas méchant, hein, c'est juste. Non, mais c'est culturel. Ils veulent savoir d'où tu viens. C'est perturbant. Et du coup, quand tu le dis pas, ils cherchent. Du coup, ils sont pas avec toi à 100%. Donc, j'ai appris à le dire tout de suite quand j'arrive. Comme ça y est, ça c'est fait. Maintenant, on se concentre sur le spectacle. Ouais, mais c'est ça, moi, les sketchs que j'ai vu toi, c'est exactement ça. C'est comme nanana, bon, hein, ça va, l'approbation est là, j'ai mon passeport pour avoir le droit de jouer ici présentement. C'est ça. Il y a un phénomène aussi, ben ici, c'est la même chose. Si on le voit, surtout chez les jeunes humoristes, plus que ma génération. Là, c'est comme la ruée vers. On monte sur scène, on fait du crowd work, on l'enregistre, TikTok, Insta, et il y en a qui le font très bien, je pense à Mike Baudouin ici. Oui. Mais tu vois, quand j'étais en France, on me disait maintenant, on voyait ça d'une façon, pas presque comme un fléau, mais c'est parce que c'est beau d'avoir ton succès de 120 secondes sur TikTok. Ouais. Mais si tu fais un spectacle d'1 heure ou même 20 minutes, tu as d'autant à remplir. Et tristement, je pense que la nouvelle génération... Ici, parce qu'on se pousse, on a une communauté plus tissée, les jeunes comprennent vite ces mécanismes-là. Mais le star system en France, c'est tellement différent qu'ici que le 2 minutes de gloire que tu as à te faire reconnaître quand tu vas à la boulangerie est assez pour te dire « Ah, j'ai réussi, je peux m'asseoir. » Je me trompe-tu? Non, si, t'as entièrement raison. Et aussi, il y a un truc où le phénomène TikTok, Instagram, ça a ramené une certaine facilité de dire « Ah tiens, j'ai vu que ces interactions marchent, moi aussi je vais le faire, même si je suis pas original. » Je vais faire la même chose, je vais parler de couple. Et il y a des gens, des fois, qui t'enregistrent un passage d'1 minute où le rire, c'était même pas sur leur blague. C'est juste, par exemple, quelqu'un s'est étouffé, les gens ont rigolé. Ah, il y a un rire, ça, et je la coupe et je la mets sur Instagram. Ah ouais! C'est arrivé à ce point où on cherche juste le son d'une personne qui rit pour le poster. Ouais. Et pareil, tu dis, mais ok, et après, c'est quoi ton plan de carrière derrière? Quand les gens vont venir voir ton spectacle, tu vas faire quoi? Il n'y a pas cette approche de dire je cherche à écrire un spectacle, c'est plus je cherche à remplir ma salle. Peu importe ce que je fais comme matériel. Mais c'est surtout que je pense, que c'est pas ça méchamment, je veux dire, on a tous commencé ce métier-là parce qu'on voulait réussir. Tu sais, ça me fait rire souvent quand j'entends des gens dire, tu sais, c'était pas important pour moi d'être une vedette. Il y a quelque chose de très... Tu sais, je parle aux gens qui sont devant. Tu sais, quand vous nous dites bonjour, quand vous dites j'aime ce que tu fais, il y a personne qui aime pas ça se faire dire ça dans la vie. Tu sais, puis j'ai toujours dit que l'humour est un emploi où tes boss, tes patrons, qui sont le public, te le disent tous les jours. Je connais pas d'autres jobs où ton patron dit hey, bel job d'une façon quotidienne. Et c'est sûr qu'il y a un prix qui va avec et tout ça, mais je trouve que c'est encore plus axé. C'est même plus une bataille pour réussir à être un bon humoriste. C'est une bataille au végétariat pur et simple. Mais c'est là où tu vois aussi la différence entre quelqu'un, on va dire, qui aime vraiment l'humour et le stand-up et quelqu'un qui cherche la notoriété. C'est par exemple, si je te dis aujourd'hui, est-ce que tu préfères avoir 1 million de vues mais ne pas faire un sketch qui te parle pas, ou alors trouver une vraie blague même si elle buzz pas sur les réseaux? Moi par exemple, je suis vraiment un fan de l'humour, c'est que je préfère avoir une blague et être fier de cette blague, même si elle aura son succès peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, plutôt que de dire non, je vais juste faire une blague que tout le monde fait et ça va me faire 2 millions de vues et je vais être content. Fait que ce que tu me dis dans le fond, c'est qu'un YouTuber français qui remplissait ça à guichet fermé n'est pas tellement drôle, c'est ça que tu es en train de nous dire? Mais ça, c'est même pas moi. On dit pas non ici, là. On dit un YouTuber français, maison, qui remplit... C'est même pas... Tu demanderas à cette personne, tu verras. Même moi, j'ai vu des gens qui étaient des influenceurs qui ont commencé par YouTube et qui ont eu des milliers de followers, qui ont basculé vers l'humour et qui étaient en panique parce qu'ils disaient j'ai des gens qui viennent, ma salle elle est blindée, mais je sais pas quoi faire.
C'est peut-être quelque chose à laquelle penser avant de monter sur scène. Ouais. C'est ça de même. C'est mes 30 ans d'expérience qui parlent Il y a- peut-être, mais c'est... Il y a même une couple de YouTubers québécois qui sont transposés de la scène de YouTube à la scène et c'est les premières fois c'est catastrophique. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les YouTubers pour faire du contenu YouTube. Oui, Parce que c'est absolument. un autre métier. Totalement. Et en Ouais, fait, parce que moi, tu vois, c'est ce côté-là qui manque des fois aussi, parce que, tu sais, encore une fois, mon Dieu, j'ai l'impression de parler comme Gandalf, mais, tu sais, mais pour les humoristes de ma génération, qui ont découvert, évidemment, en même temps que tout le monde, mais pas avec la même perception Ouais, que les jeunes, tu sais, l'importance, mais surtout la façon de bien le faire. ouais. Parce que c'est un art aussi. C'est un art, ça a ses codes. Il faut avoir la patience de le faire. Il faut avoir. Moi, par exemple, enfin, peut-être toi aussi. Enfin, je sais pas. On n'est pas très. Moi, par exemple, si j'ai une blague, je l'ai filmée, je m'en fous. Ça y est, je la poste. Je vais pas me dire attends, mais le cadre n'est pas bien, le background n'est pas Ouais. bien. Alors que eux, ils vont penser à tout ça. Ils vont dire attends, la lumière elle est pas bien, faut changer, change de tenue. J'ai jamais le temps pour faire ça. Et c'est pour ça que ça fait pas des millions de vues parce que eux, ils ont cette étude-là et cet œil l'esthétique. Ouais, ben, artistique, ouais. Tu sais, c'est sûr que des fois, moi, ça m'intimide de voir la qualité de certaines vidéos, mais tu vois, justement, il y a Marie-Ève Châteauneuf ici à ma gauche qui travaille sur le projet des Lévesques avec nous autres, qui m'aide justement à ce côté-là, qui est ma faiblesse de poster. J'haïs ça, prendre des Ouais. extraits, puis peu importe. Mais des fois, tu sais, j'ai des stories quand même assez plain, comme on dit chez nous en français, tu sais, en québécois, pas en français. Plain? Ben, plain, tu sais, Comme plate? non, mais tu sais, genre, je Comme me filme. quoi? Mais si tu me laissais le dire, tabarnak, Comme je vais te quoi, l'expliquer, Max? câlisse, c'est-tu? Comme quoi? Ah, attaque! esti. Comme quoi? Mais, tu sais, c'est comme, tu sais, je vais me faire une story, puis je vais, tu sais, justement, te mettre en doute. Ma fille aussi me réconcilie souvent avec ça. Comme, tu sais, hier, justement, on pluguait le podcast d'aujourd'hui. C'est-tu bon? Tu sais, je pense que les gens aussi commencent à... Tu sais, quelque chose de très liché, c'est plaisant à regarder, mais quelque chose... Parce qu'à travers la froideur des réseaux sociaux, d'avoir Ouais. le naturel... Ouais. Moi, ça me rassure de savoir que c'est encore payant. tu sais. Ouais, mais c'est vrai aussi d'un autre côté, c'est que quand c'est naturel, parfois, en fait, ce que tu calcules pas, parfois peut marcher parce que c'est organique, c'est naturel, c'est pas trop calculé. Mais ouais, déjà Faut que tu lâches prise parce que combien de fois, puis tout le monde a vécu ça qui travaille dans ce métier-là, tu mets quelque chose, puis tu fais OK, ça va exploser. Ouais. 2000. What the fuck, 2000? Puis une pire connerie, tu sais, moi, ben, je le prends personnel, mais mon plus gros succès, c'était une vidéo avec Aurore, avec qui j'ai fait un 10 km, puis elle a eu sa médaille quand on a traversé. C'est super beau, c'est cute, c'est un beau moment de moi puis le chien. Mais je peux pas croire que dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière, j'ai pas topé tabarnak un chien qui reçoit une médaille, tu sais. Ton Pas de chien. silence à tout le monde, incluant ça autour de la table! Mais c'est qu'il y a le chien, il y a ton chien, puis il y a la gosse. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais. Ça sonne la retraite bientôt pour moi, tu sais. Hein? Comment tu résumes Maxime Martin? Ben, il y a son chien puis il y a la gosse. Entre les deux, c'est très vague et flou. Surtout pour lui. Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'idée de... Tu sais, j'ai l'impression que dès que tu reçois l'appel de... Forcément, tu sais, on se questionne tout, puis des fois, ça prend un coup de pied au cul pour passer à l'autre étape, mais Ouais. tu sembles le faire avec facilité. Encore une fois, c'est quoi... Parce que, tu sais, pas le signe, parce que je l'ai dit une couple de fois, mais tu sais, il y a toujours cette espèce de... J'ai une espèce d'impression d'avoir fait le tour, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Moi c'est vraiment. Il y a des étapes de dire, par exemple, je veux jouer en anglais parce que on a toujours commencé par regarder des stand-uppers américains et des lieux qui restent comme ça en tête. Et je sais pas, tu as une image, parfois une vision de dire j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être dans cette... Par exemple, Juste pour rire, c'était voilà, une étape. Et être dans Juste pour rire, c'était pour moi voilà, quelque chose qu'il fallait que je fasse. Du coup, je me dis que c'est quoi le chemin pour faire ça? Il faut d'abord commencer par faire un set en anglais. Donc, il faut commencer à jouer dans un club, être validé dans un club. En fait, moi, c'est comme ça que ça prend son cheminement. Et après, c'est vraiment le fait d'aimer connaître des gens. Moi, par exemple, et tu l'as connu aussi parce que tu as joué dans différentes langues, c'est de dire, tiens, ça marche ici, ça marche pas ici. Pourquoi? Ça marche en France, ça marche pas au Québec. Pourquoi? Et ça m'intrigue vraiment. Et je cherche. Et on se dit, attends, peut-être qu'il faudrait que je change le mot, il faudrait que je change l'ordre. Peut-être que ça ne leur parle pas parce que c'est pas culturellement intéressant pour eux. Et ça, cet exercice, je le trouve assez intéressant. Et à la fin, quand tu arrives à la solution, tu te dis, waouh, en fait, il y a... Mais c'est vraiment une étude en sociologie Ah ouais, de oui. l'humour, puis Ah ouais.
ce que les gens ne perçoivent pas, puis c'est pas ça de façon méchante, tu sais, c'est que la fragilité d'un gag, le rythme, et tu viens de le dire. Moi, des fois, tu t'écris un gag, ça marche correct, des fois, c'est une question d'un synonyme qui peut sonner plus drôle à l'oreille. Et là, d'un coup, tu sais, c'est l'éclat de rire. Puis tu fais, oui, on tabarnak, c'est le même gag. Mais ça fait encore apprécier plus le côté alchimiste de ce métier-là. Et de dire, ouais, j'ai changé ce mot, maintenant ça marche beaucoup mieux. C'est tellement. C'est vraiment un chimiste qui teste des formules, des degrés, des grammages. Et un exemple de ça, c'est que par exemple, tu disais tout à l'heure, il y a des fois que tu dois changer. J'avais une blague qui marchait super bien en français parce que. En France, les gens voient aussi que je fais partie d'une minorité. Et si je parle d'une autre minorité, on ne le voit pas forcément mal parce que je me considère comme minorité comme elle. Et du coup, on est entre minorités. Et du coup, on a ça comme information. J'ai fait la même blague aux États-Unis, donc en anglais. Et en fait, ça ne marchait pas parce que dès le départ, je n'étais pas considéré comme minorité pour parler d'une autre minorité. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment me situer et du coup, ça les bloquait. Et en fait, est-ce que tu t'es présenté au début en disant d'où tu venais ou pas, non? Non, justement. Mais ça arrivait au point de dire, OK, il faudrait que je commence du coup par dire d'où je viens, expliquer mon parcours. Et du coup, les gens disent, OK, maintenant on voit, tu as le droit de parler de tel sujet ou tel sujet parce que, surtout aux États-Unis, quand je dis je suis africain aux États-Unis, ils pensent que c'est une blague. Du coup, ils sont un peu. Pourquoi ils se moquent des Africains? Ils n'ont pas cette notion. Alors qu'en France, quand je dis je suis africain, on comprend qu'il y a l'Afrique du Nord et que c'est normal. C'est ça. On veut pas rire des Américains, mais tu sais. Non, mais je te jure, mais c'est un Qu'est-ce vrai. que tu dit? Donc, un peu épais, en tout cas. C'est un peu pour les gens qui généralisé, écoutent 330 on millions a de quelqu'un du personnes. public qui dit qu'ils sont un peu épais. Non, mais c'est impressionnant quand même de dire. Enfin, je dois prouver. J'ai eu vraiment des gens qui m'interrompaient pendant le spectacle. Non, you don't have the right to say this. You're not African. Prove it. Prove it. Je te jure, j'ai eu un gars qui me dit, tu viens d'où? Prove it. J'ai dit, je suis algérien. Et après, ils étaient, ok. Tu vois, c'est très perturbant pour eux de voir quelqu'un. Et ça, j'ai appris à le contourner maintenant quand je joue en anglais. Parce que j'évite d'avoir cette confrontation. Mais c'était une étude sociologique intéressante. Ça m'a pris plusieurs mois avant de comprendre ce genre de choses, ces petits détails. Changer telle terminologie parce que c'est plus rassurant pour eux que de dire un Renoir, par exemple. En France, c'est pas... Tout le monde comprend ça, mais c'est ça, puis là, présentement, tu me parles beaucoup justement de la façon comment on place les mots, place les virgules, comment justement on écrit, puis je vois comme récemment, t'es auteur pour Canal+. Ouais. Tu travailles quoi sur Canal+, présentement? C'est des émissions, c'est des primes parfois, c'est des... Okay. Donc du coup, écrire des sketchs, écrire des... Ok, donc là, c'est tout ton bagage, en fait, depuis des années, j'imagine, doit t'aider pour ce projet-là. Ouais, pour écrire un sketch qui parle un peu de la société et de... Donc moi je suis très très proche aussi de l'actualité, j'aime beaucoup parler de l'actu, ce qui se passe en France, et elle est très 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 chargée en ce moment. Un petit peu, je sais pas, hein? Je sais pas. Ouais. C'est vraiment très très chargé, et du coup il faut connaître aussi ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qui est marrant, ce qui peut être intéressant. Et donc là, c'est le fait d'avoir vécu là-bas, de comprendre. C'est comme au Québec, quand je viens au Québec, alors je connais pas tout forcément parce que j'ai pas vécu assez longtemps, mais je sais ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire au Québec? Non, mais par exemple, honnêtement, je comprends vraiment le lien avec la langue française. Au début, quand on ne connaît pas, on arrive, on dit pourquoi les Québécois parfois ils sont trop attachés à la langue française, c'est juste une langue. Mais en fait, quand tu n'as pas vécu ici, et tu comprends pas aussi les menaces qu'ils peuvent avoir sur une culture par une culture qui vient dominer partout dans le monde, pas qu'au Québec. Ouais, mais anglo-saxonne, c'est ça. Et c'est pas méchant, c'est pas contre les Anglais. C'est de dire, attends, j'ai une culture, je veux la protéger, c'est juste ça. Et quand tu comprends ça, en fait, tu comprends pourquoi il y a des lois, par exemple, et du coup, t'es plus, tu peux faire des blagues sans être dénigrant ou dire ou le truc classique, vous avez un accent. Moi par exemple j'adore les accents, j'ai un accent et je trouve que c'est tellement beau d'avoir un accent, et j'ai appris à aimer les accents et je trouve ça beau. Et je te jure, des fois quand j'entends l'accent québécois, je suis à Paris, je vais parler aux gens naturellement. Et c'est même pas genre je sais pas, c'est que je sens une... Mais ça, t'es vraiment un peu dans la mecque aussi des accents, parce que tu sais, avec le tourisme parisien, c'est merveilleux d'entendre, tu te promènes. T'as l'impression que c'est comme si tu changeais de poste à chaque coin de rue. Ça. Parce que, mais je trouve ça beau. Mais exactement. Puis moi, ce que je trouve le fun aussi, quand les humoristes viennent d'ailleurs,
on a tellement nos points de vue sur ce qui se passe ici chez nous que quand tu viens d'ailleurs et que ton point de vue à toi, ça te fait voir les choses chez toi différemment aussi. Ouais. C'est aussi, c'est comme quand tu travailles sur un projet, tu es dessus à 2000%, et un jour tu le donnes à quelqu'un, il va te dire, ah tiens, ça, j'ai jamais vu, parce que tu étais vraiment trop dedans. Bah, les nouvelles cultures vont t'apprendre certaines choses, et tu vas apprendre des autres cultures. Moi, j'ai vraiment, après je sais que ça fait un peu le truc niaiseux comme on dit ici, mais J'adore c'est ça. mais c'est vraiment sincère. Adaptation live, mesdames et messieurs. C'est vraiment sincère de dire la mixité, il n'y a pas mieux. C'est que tu comprends mieux les autres. Là, récemment, j'ai fait vraiment un spectacle où il y avait dans ma salle, c'est ma fierté, c'est que dans ma salle, j'ai vraiment des gens qui viennent de partout. Et de voir des Mexicains rire des blagues d'Algériens, je trouvais ça, pour moi, c'était un exploit. Et je la voyais rire, c'était une Mexicaine, je dis, mais ça te parle? Elle me dit, ouais, en fait, c'est pas exactement la même chose, mais on a un parallèle. Non, mais on a beaucoup plus en commun qu'on peut penser. Et tout. Ouais. Puis moi, tu vois, parce que justement, avant qu'on monte ici pour faire le podcast, on parlait du fait que toi, tu travailles aussi pour le Festival de Montreux. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Montreux est rendu un peu avec des franchises, on peut dire. Il y a le Festival de Montreux à Lille, dans le nord de la France. Ouais, à Cannes. C'est rendu Cannes, immense, là. Ils sont venus ici. Et moi, on m'avait parlé même de la Côte d'Ivoire, puis on riait, parce que je me disais, Maxime, attends, en Côte d'Ivoire, ça serait magique. Mais non, mais joke à part, tu sais, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Parce que, tu sais, pas que tu prends les choses pour acquis, mais tu sais, ce que je comprends, pardon, c'est que tu vis le même genre de choses que moi, que l'important, c'est de cocher des boîtes. Ouais. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais. Et je me dis, si un homme blanc hétéro de 50 ans est capable de faire rire des gens de Côte d'Ivoire, quel style beau moment. C'est là, incroyable. Mais même les gens aussi, de découvrir un autre style, de dire il va nous parler de nous, peut-être de lui. Et même pour eux, c'est intéressant de voir d'autres univers qui viennent s'adapter, faire des blagues justement du pays. Moi, j'adore ça, d'arriver quelque part et essayer de parler un peu du pays, de la ville. Mais les gens apprécient le fait que tu aperçois C'est ça. que tu es au courant d'où tu es. Ouais. Pas d'où tu es, excuse-moi, d'où tu es. Ça, je veux dire. Puis on parle justement de cases à cocher. Y a-tu une case que tu aimerais cocher éventuellement, un projet personnel, quelque chose que tu voudrais accomplir? Il y en a tellement, mais je pense c'est faire par exemple une télé américaine. Moi, ça serait la prochaine. série télé? Ouais. Non, pas une série, c'est un passage. C'est Un Jimmy Fallon ou Ouais. un Pour moi, ça c'était vraiment le premier truc, tu vois, de dire si je veux faire ce métier, c'est la. Ok, pour ouais, moi, un c'est late night. l'ultime. Ouais, un late Let's night, ça go. serait vraiment. Ben ouais. Ça c'est un des trucs. Je sais que c'est c'était très le loin. rêve parce que c'était la même chose, tu sais. Moi, j'ai commencé en anglais, donc le point de repère, c'était Johnny Carson à l'époque. Voilà. Ouais, oui, je suis vieux de même, calmez-vous. Johnny qui? Exact. Wikipédia. Johnny Carson, c'est Jimmy David Carson. Letterman, évidemment, et tout. Mais, et après ça, mon Dieu, j'oublie ce que je m'en allais là. Ben, tu parlais de Jimmy Carson? Non, Johnny Carson? Johnny Pardon. Carson. Late night, de dire c'est vraiment un achievement d'arriver à faire ton passage là-bas. Mais c'est tout comique de dire voilà, j'ai fait un late night. Même si maintenant c'est plus comme avant. Comme avant, c'était vraiment un truc. Ouais, c'est la consécration en fait. Ouais. Mais surtout quand Johnny Carson t'a demandé de t'asseoir à côté ça, de lui. ouais. Là, tu sais. Ça, c'était la consécration. Tu sais, Ça, c'est vraiment le rêve ultime. Ouais. quoi. Ouais. Non, mais il y avait cet impact-là. Le festival l'avait aussi. Moi, tu sais, c'est long parce qu'à chaque fois que je viens ici, il y a un côté très nostalgie, très. Je me tente pas, tu sais, après même 35 ans de métier. J'étais ici cette semaine, puis je vois encore le petit cul de 20 ans, plein de rêves. Et ça aussi, c'est le fun quand tu regardes où ce que tu as commencé. Ouais. L'image du chemin que tu croyais, à quoi tu pensais que le chemin allait ressembler avant que tu atteignes ton but. Et la réalité de ce chemin-là est toujours complètement différente. Pour les belles et des fois de mauvaises raisons, peu importe, mais tu comprends, c'est. Non, mais c'est tellement. Et c'est un métier qui est tellement parfois injuste aussi. Et un jour où. Enfin, pas justice, je sais pas si c'est le mot, mais un jour où tu as ta chance, c'est comme une revanche sur toute la vie. C'est plein de trucs. Et plus tu restes, plus tu travailles, bah, ça arrivera un jour, quoi. Ça prendra beaucoup de temps parfois. C'est beaucoup plus rapide pour certaines personnes que toi et ça peut être frustrant. Mais ton moment, c'est ton parcours. Et parfois, plus c'est long, plus c'est jubilatoire à la fin parce que tu rajoutes à chaque fois des éléments et tu savoures beaucoup plus. T'as-tu le sentiment aussi que. Parce que moi, je suis quand même comme ça de. J'ai déjà eu des choix à faire dans la vie de. Je suis blasé, mais ça paye bien. Je parle en humour, là, je parle pas dans la vie. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ressaute dans le vide ou j'y vais pour le chèque? J'ai été confronté à ça il y a pas si longtemps que ça, puis de me sentir mourir à petit feu artistiquement dans ma tête.
c'est quelque chose que je ne pouvais pas. Ouais. Et des fois, j'admire ceux qui sont capables, même dans un contexte, tu comprends, de dire ah, j'ai fait le tour, mais je peux pas, justement, sauter sans. T'as déjà été dans cette situation-là ou non? Toi, en fait, merci. On a des feuilles, nous dire il reste combien de temps? Ouais. C'est hot de même. Chris, man, on a du budget. On a du budget T'as ici. changé ça. Je vois Junior Girardot en arrière qui produisait les podcasts de Max Sylvie à l'époque. Il écrivait ça sur un board. Non, t'avais fait des cartons à la main, si je me souviens très bien. Tout imprimé, Mais- tout. Merci. Mais Merci. toi, j'ai l'impression que justement, la seconde que t'as l'impression de faire le tour, go, on va au prochain défi. Ah ouais, non, moi de toute façon, comme je t'ai dit, il y a tellement de cash à causer, et je sais que je vais pas pouvoir tout faire, que je suis, je pense pas que je vais arriver à un point où je suis blasé, mais par contre, il y a des trucs où une fois que tu l'as fait, t'es moins impressionné et du coup tu cherches pas forcément à le faire. Par exemple, jouer dans tous les comédie clubs, jouer tous les soirs, parfois on veut le faire parce que c'est bien, mais au bout d'un moment tu peux aussi être blasé de ça, mais pas blasé dans le sens c'est pas intéressant, mais c'est juste que c'est épuisant et t'avances pas forcément comme tu le veux. Donc c'est juste trouver le dosage pour ne pas être rentré dans une routine où tu fais juste comme une machine ton texte et tu pars. Et avoir toujours ce ressenti de c'est quoi le challenge dans cette scène. Est-ce que tu vas tester une nouvelle blague? Est-ce que tu vas préparer un nouveau passage? Est-ce que tu vas essayer de conquérir par exemple un public qui est très difficile? Moi j'adore ce genre de challenge par exemple. En France, il y avait les chichas, je sais pas si vous avez vu. Les chichas, on en a ici, oui. Ouais, et les chichas, c'est connu pour être le pire. Ah, mais endroit. là, ici aussi. Et ben moi, en fait, quand j'allais au début. Attends, mais le pire public. Ouais, non, c'est quoi pas les le- pires gens, là. Avant qu'on parte une guerre, ainsi que le monde. Non, c'est- non, Ouais, parce non, que c'est un juste public. contextualiser, c'est quoi les chichas en fait? Parce que moi je sais pas de quoi. En fait, les chichas, c'est un endroit où les gens vont fumer, Oui, ça, boire, oui, ouais. et du coup, ils sont déjà dans une position où ils sont comme ça, ils sont pas à l'écoute Ah, forcément. et il y a des soirées d'humour dans et les ils ont bars à rajouté des chicha. soirées d'humour, ouais. Ok, oui, non, ça oui. Et du coup, que ils je peux sont imaginer que ils sont Ils sont écrasés, connus. ils veulent Non, rien mais savoir. attends une minute, d'humour, Chris, c'est là. pas de l'opium qui fume non plus, là. Ouais, Ouais, mais c'est- ça a l'air de ça là, quand tu fais de la chicha. Mais ils viennent te juger, il y a un truc de. Ils veulent pas rire, et du coup, c'est Non, c'est pire ça. condition pour un humoriste. Ben oui. Et du coup, je voyais que ça servait à rien de venir avec ton texte et faire ton sketch habituel. Et j'ai vraiment, pendant quelques temps, je le faisais juste pour dire cette fois-ci, qu'est-ce que je vais essayer pour les décoincer. Et je commençais à faire des trucs. Ouais, mais vraiment, j'ai fait des trucs. Par exemple, une fois, je me suis juste resté à ne rien faire pendant 10 minutes. Non. Et je te jure, et au bout de. et au Rien bout- faire. Rien faire. Je me suis dit. En fait, j'ai fait une première blague. Ça n'a pas marché. J'ai dit, ok, bon, ça marche pas. Mais je dois faire mon temps. Je vais rester. Et je vais rien faire. Et je suis resté genre 1 minute, 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, c'était tellement gênant que ça a commencé à déclencher des rires. Oh wow. T'avais installé le malaise. T'avais inversé les rôles. Le C'est malaise ça. était chez eux. Et j'ai rajouté juste du jeu de je vais pas faire de blagues, mais je vais juste. Par exemple, j'ai pris le micro, je suis sorti de la chicha, c'était un micro sans fil. J'ai commencé à parler avec le videur. Je commençais à. Et en fait, ça créait un petit sketch. Et pour moi, dans ma tête, c'est un sketch que je faisais. Ouais. Et j'ai réussi à les débloquer comme ça. Mais pour moi, c'était que ça à chaque fois. Donc la deuxième fois, je vais essayer de leur parler d'un truc. Parce que j'ai vu que le texte ne servait à rien. Et du coup, ça, c'est pour dire le challenge, c'est quoi? De dire, cette scène-là, ça va m'apporter quoi? Si j'essaye pas quelque chose de nouveau, c'est pas intéressant d'arriver de faire ton texte, de le dire rapidement et de Non, puis partir. de le faire de façon. Puis je suis pas en train de juger personne. Tout le monde fait tu sais, sa façon de travailler. Mais ici, on a quelque chose au Québec qui s'appelle le sandwich. Je sais pas si vous avez la même chose en France. Le sandwich, c'est quoi? Sandwich à la Ça marde. veut dire que quand tu essayes, mettons, tu veux essayer un nouveau texte, Ah oui, tu oui. montes sur scène avec des Ouais, trucs ouais. qui fonctionnent, tu fais le nouveau en plein milieu. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui vient me chercher, puis tu sais, même après 30 ans de carrière, d'être en coulisses puis d'être plus nerveux que le petit jeune qui commence parce que tu sais que de A à Z, c'est nouveau. Ah, mais moi, je suis comme toi à 100%. Ah, et voilà! Ah, mais Attends, tu dis, tu fais pas le sandwich toi? Jamais, j'ai jamais fait de sandwich. Ah! Très, très, très rarement. Mettons, je le fais si, mettons, j'ai un show d'une demi-heure, 45 minutes. Si j'ai un long Ouais. show à faire, je vais Ouais, essayer ouais. du nouveau stock. Oui, Je vais là, le mettre t'as à pas le quelque choix. part. Mais t'es- Si je vais au bordel, t'es tellement non. stressé de tester. ah Que ouais. t'as hâte de tester et voir ce que ça donne. Moi, j'ai même testé dans des captations. C'est-à-dire que j'avais mon texte, c'était ça, c'est osé. Je te jure. Captation télé. Captation télé, mon passage au JCC, j'avais mon set calé. C'est quoi et le JCC? C'est le Jamel Comedy Club. Là, Ah, c'était mon dieu, genre ok, le- ouais. Mais quand même, c'est un C'est gros la club. première, c'est la première télé pour un humoriste Ouais, là-bas. c'est C'était ma immense, ça. première télé. Et juste avant de monter sur scène, j'ai eu une idée d'une blague. Et j'étais tellement. Je dis, non, je la fais pas. Mais j'étais tellement dans le. Je peux pas ne pas la Ouais, faire. c'est plus fort que nous. que je l'ai fait.
Et parfois, ça marche Est-ce pas. que c'est rentré? Là, ça a marché, Ok, au moins. mais j'ai eu des cas où ça n'a pas marché. J'ai eu par exemple une fois aux États-Unis, ils m'ont donné un 5 minutes. C'est tellement difficile d'avoir un 5 minutes dans un club. Ah, c'est horrible, 5 minutes. Il faut que tu fasses ton truc. Et j'ai testé et j'ai foiré. Mais j'étais plus fort que moi. Mais quand ça marche, c'est magique. Mais moi, je pense que parce que moi, je me souviens, il y a des expressions de vie qui, des fois, me tapent sur les nerfs comme. Tu sais, l'humour, c'est un marathon, c'est pas un sprint, prends ton temps, blablabla. Bon, tu finis par découvrir que oui, c'est vrai aussi. Mais, justement, la différence entre ceux qui. Pour reprendre une analogie de coureur, la différence entre ceux qui ça courent va être lourd, tout le monde. ceux qui courent entre 5 km et 42, c'est ceux qui n'ont pas peur, justement, de. Je pense que la seconde où ce que tu baignes trop longtemps dans ton confort, c'est le temps où ce que tu t'arrêtes de grandir artistiquement. Et surtout, c'est un spectacle vivant. C'est-à-dire que s'il faut que ça soit vivant, il faut que toi aussi, tu sentes que tu n'es pas sûr où ça va aller. Et c'est pour ça que parfois, les gens sentent cette fragilité et ils vont rire avec toi ou peut-être dire « Ah, là, c'est peut-être allé trop loin ». Mais je trouve que c'est ça la beauté du spectacle vivant par rapport à d'autres trucs où c'est cinéma, c'est édité. Je trouve qu'on a encore cette chance de dire la dernière seconde, je peux changer, je peux tester. C'est merveilleux, exactement. Et il faut le faire à fond, quoi. Avant, il nous reste moins de 5 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Y en a qui voulaient... Vous pensez pas que j'allais dire ça, hein? J'aurais dû vous préparer. Oui, Attends, on en a arrière, ici, on aime là-bas. ça, on aime ça. Salut! Salut Maxime. Oui, toi? Ah bien. Pourquoi je crie en retour? C'est moi qui ai le micro. Ouais, pis c'est ça. Faut juste dire qu'est-ce que la Ouais. question. Ben oui, je vais répéter la question, c'est sûr. Ben là, t'es mieux de te répéter la question parce qu'ils vont penser que j'étais en train d'inventer des mots que... Alors, premièrement, la personne ici dans l'auditoire disait que t'étais beau. Oui. Aussi, Chose que tu elle me dis voulait pas assez souvent, savoir, d'ailleurs. elle voulait savoir, en fait, comment tu te sens après 30 ans de carrière, après autant de travail, après autant d'accomplissements, comment tu te sens? Elle a parlé du mot intelligence, d'ailleurs, j'aimerais ça. Non, s'il vous plaît. aucunement. Non, voyons donc. Et Bien sérieusement, je privilégié. Tu sais, des fois, je me réveille où est-ce que je me dis, je réalise que j'ai quand même 53 ans. J'ai commencé à 19 ans. Tu sais, ça fait plus longtemps que je suis humoriste que je n'ai pas été dans ma vie. Et tu sais, on en parle depuis tantôt. Tu sais, je trouve ça extraordinaire encore de... J'ai trouvé ça extraordinaire la dernière année de ne pas retomber en amour comme si je l'étais plus, mais de retrouver... Tu sais, quand je parle de retourner aux sources d'un petit endroit, comme là, tu sais, d'aller en France, personne ne me connaît, tu sais, ce qui est arrivé en anglais, tu sais, je trouve encore ça le fun. C'est fun d'avoir qu'après un mariage de 35 ans, j'ai encore les papillons. Je vous l'ai dit, je suis profond en esti beau, aujourd'hui. ça! Là, Wow! On peut-tu relancer la question pour Wari? Je veux dire, après 11 ans? Moi, je suis vraiment loin encore d'avoir même le terme d'une carrière parce que, comme je t'ai dit, il y a tellement de choses à cocher. Mais pareil, en fait, je trouve qu'on est très privilégié de pouvoir faire ça et de pouvoir vivre, aller au travail avec la joie d'aller au travail. Et même si c'est difficile, hein, c'est un métier qui est très très compliqué. Ça l'est. Mais au moins on l'a choisi et quand on le fait et on sait pourquoi on le fait, je trouve ça super beau. Et... Ouais. Je pense que c'est important aussi de rester proche de tu sais, c'est un métier tentant. On a tous des valeurs personnelles, on a tous nos... On sait à peu près ça va être quoi les compromis qu'on est prêt à faire, mais ça change évidemment comme dans n'importe quel parcours de vie. Mais des fois, il faut que tu te rappelles de revenir à ces valeurs-là pour pouvoir continuer de foncer. Hey, mesdames, il nous reste 2 minutes, mais on a dans le temps. De toute façon, le podcast d'après, c'est Chuck. Fait qu'il attendra, il est c'est déjà moi assis, après ça. fait que... Yes. Oui. Oui, je suis à l'écriture de mon 2e livre. Il va sortir au printemps. Et j'ai eu un meeting aujourd'hui avec mon éditeur, d'ailleurs, ça a été hyper productif. J'ai hâte de voir, c'est un mélange de tout. Je vous dirais que c'est pas forcément la suite d'Excessif, mais un peu. Il y a un peu le journal de la dernière année qui a été, en 2022, une hostie d'année de marde, mais on en parle tantôt, tu sais, c'est des belles... C'est tough à... Ce qui est plein dans une année de marde, c'est que c'est pas comme avoir une sentence de prison. T'sais, une sentence, tu sais combien de temps? Tu sais, t'en as à être en dedans dans ta tête, mais là, tu sais, fait que là, je peux vous dire que j'en suis sorti. Mais je suis vraiment excité. Puis j'espère que ça va influencer les gens parce qu'avec un peu, justement, de ce qu'on parle depuis tantôt, de ne pas avoir peur de foncer dans la vie, de te mettre en danger aussi. Puis de. Tu sais, l'expression la vie est courte, elle me tape ses nerfs. Mais par contre, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Ça, je ne m'attendrai jamais de m'en servir comme motivation. Fait que j'espère que le livre va peut-être faire des petits là-dessus aussi. Hey, merci tout le monde. C'était bien le fun.
Merci, Max. Et le aura est disponible pour les photos après le podcast. Oui. Oh! Merci, Wari. Merci beaucoup. Merci, Est-ce que merci. tu performes à Juste pour rire durant le Hey, festival? excusez-moi, ben oui. Oui, j'ai une date le 30 au bordel. Je fais mon 1 heure de spectacle. Yes. Donc venez le 30, c'est au bordel. Merci, Chuck. Est-ce que tu m'as sauvé le Merci à toi, Max. Merci beaucoup. Non, mais c'est parce que j'avais comment oublié de donner à Wari ici les Non, dates c'est du cool. festival. Fait que non, je suis désolé. Merci infiniment. Merci. Merci. Et si vous avez rien à faire, mon podcast commence dans 15 minutes. Merci beaucoup.